Bonjour, bienvenue sur LCP pour ce nouveau numéro des grands débats consacré aux groupuscules violents. Ces dernières semaines, les députés se sont penchés sur deux événements majeurs, les manifestations violentes contre la réforme des retraites et les affrontements à Sainte-Soline avec cette mobilisation contre l'installation d'une méga-bassine. En mars 2023, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, de violents affrontements opposent manifestants et forces de l'ordre. Au cœur de la mobilisation, la construction donc d'une réserve d'eau géante destinée à répondre aux besoins de l'agriculture, notamment en été. Malgré l'interdiction, près de 8000 personnes participent à ce rassemblement qui a violemment dégénéré et fait de nombreux blessés. Alors comment sont structurés ces groupuscules violents? Comment sont-ils financés et quels sont leurs moyens d'action? Pour bien comprendre, les députés de la commission d'enquête ont auditionné le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le directeur de la Gendarmerie nationale. Écoutez ces extraits. Il n'y a pas de doute, monsieur le rapporteur. À Sainte-Soline, la consigne des gendarmes, c'était extrêmement clair. Malgré l'interdiction de manifestation, ils n'intervenaient pas lorsque les gens ont avancé. Ils n'ont pas jamais avancé contre les colonnes qui arrivaient sur eux. Ils ont patiemment reçu des milliers de pierres, de haches, de cocktails Molotov. Ils ont accepté de prendre sur eux la violence. Il y aurait eu beaucoup plus de violence si les gendarmes avaient répondu aux dizaines de premières minutes, enfin, la première heure, me semble-t-il, de mémoire dans Sainte-Soline, et ils n'ont pas bougé de leur ligne. Et c'est au contact des forces de l'ordre que les violences légitimes ont pu avoir lieu pour empêcher, évidemment, de passer. La proportion de forces de l'ordre est de nature en général, démontrer qu'il ne faut pas utiliser la force, puisque nous sommes assez nombreux pour montrer que le pouvoir, si j'ose dire, de la force est du côté des forces de l'ordre. La difficulté de Sainte-Soline, c'est, je pense qu'il y avait à la fois une volonté incontestable d'une partie de ces personnes de montrer que la violence permettait de montrer que l'État était violent. Donc c'est toute la question de savoir qui a été violent dans cette histoire. Bon, moi je pense que évidemment la violence n'est pas du côté des forces de l'ordre. En tout cas, quand ils l'ont utilisée, c'est de manière légitime et proportionnée. C'est ce que je pense personnellement. Le site ne ressemble à aucun autre site. Et ce sont des dizaines de kilomètres à couvrir dans des endroits où, sans urbanité. Donc c'était quand même extrêmement compliqué. Les multiplicités des endroits étaient possibles parce qu'il y a la bassine qui est évoquée, mais il y avait plusieurs bassines. Nous ne savions pas quelle bassine exactement allait être concernée. Et les agriculteurs, moi je me rappelle avoir des réunions avec les représentants agricoles et les élus du coin, expliquant que par ailleurs ils avaient peur qu'on vienne sectionner des câbles, envahir des fermes, détruire un certain nombre d'installations. Donc un certain nombre de renseignements en amont, parfois on se trompe, parfois on se trompe pas, parfois on est un peu en dessous, bon, démontrer que ça allait pas très bien se passer. Et quand vous savez, comme c'était le cas pour Sainte-Soline, que vous avez quelques centaines de personnes à l'étranger comme en France qui vont venir et qui sont fichées, vous dites ça va pas forcément extrêmement bien se passer. Ils peuvent d'un seul coup devenir de gentils agneaux, mais lorsque l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre vous appellent et vous dit on a des amis qui sont fichés comme ultra-violents, d'ultra-gauche, qui ont déjà fait des manifestations extrêmement difficiles, extrêmement dures sur le sol national, on vous les signale qu'ils ont intention de venir parce que les écoutes téléphoniques ont dit que, parce que nos sources internes ont dit que, on sait que ça ne va pas être le rendez-vous des copains de Georges Brassens. Hein. Donc vous savez déjà par indication qu'il va y avoir une difficulté et donc vous proportionnez vos forces. Ensuite, vous voyez également, en source ouverte, comme on dit, si les associations, si un nombre de personnes mobilisent beaucoup ses amis et si territorialement, ce qui est le cas d'ailleurs dans l'ouest de la France, des gens se sentent concernés par ce qui se passe. Dans le cas de Sainte-Soline, il y avait notamment un fait qui nous a alertés. Un des agriculteurs a autorisé l'occupation de son terrain pour y mettre la fameuse tour. Donc il y avait un certain nombre de coordination qui montrait qu'il y aurait du monde. Et il y a derrière les groupes ultra-violents, derrière les groupuscules ultra-violents et notamment d'ultra-gauche, une volonté de dire il y a une légitimité à attaquer les biens, parce que ce sont des biens qui ne correspondent pas à l'esprit que nous avons de la société de demain, pour des raisons politiques qui sont compréhensibles, le combat démocratique, les élections, le combat juridique, les recours devant les tribunaux n'étant pas assez efficaces, alors il faut le combat de la violence, et les forces de l'ordre n'ont pas à s'interposer face à ce combat politique et idéologique, puisque ce ne sont que des biens.
Et en fait, ce qu'on me reproche, ou ce qu'on m'a reproché dans Sainte-Soline par exemple, c'est d'avoir mis des gendarmes en face des bassines. J'ai entendu des discours politiques, y compris de parlementaires, m'expliquant que si nous n'avions pas mis des forces de l'ordre face aux bassines, il ne se serait rien passé. On aurait détruit la bassine, et puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu de gendarmes blessés, il n'y aurait pas eu de personnes dans le coma. Alors c'est vrai que si on n'avait pas mis les gendarmes à Sainte-Soline, il est évident qu'il y aurait eu moins de violence contre les gendarmes. C'est une tautologie, je l'accepte bien volontiers. Mais la question est de savoir aux parlementaires si on accepte ou pas la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on applique la protection des biens ou non. Les observateurs parlent d'armes de guerre utilisées par les forces de l'ordre. Donc des grenades lacrymogènes, assourdissantes, explosives, de type MG2L, de type Cougar, les LBD. Le bilan, alors même s'il est incertain pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'un certain nombre de manifestants n'ont pas osé aller à l'hôpital, de peur de se faire repérer, mais enfin le bilan qui est annoncé par les organisateurs est à peu près 200 blessés côté manifestants, dont 3 graves, dont une personne qui était encore récemment, elle est peut-être encore entre la vie et la mort. Donc c'est un bilan qu'on peut quand même considérer extrêmement lourd. Et j'aimerais avoir votre sentiment sur justement ce bilan et sur la manière dont les forces de l'ordre ont dû gérer ces violences. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu, dans ces 200 blessés, des victimes qui étaient parfaitement pacifistes, dont des manifestants qui n'avaient rien fait, qui ne menaçaient personne et qui ont été touchés? Est-ce que ça vous semble possible? Si c'est le cas, est-ce que vous considérez ces blessés comme des dommages collatéraux? C'est inévitable. On fait ce qu'on peut et il y a des blessés. Dans ce cas-là, est-ce que le nombre ne doit-il pas nous étonner? Parce qu'il est quand même très important. Est-ce que vous seriez prêt à dire qu'il y a une gestion du maintien de l'ordre dans de telles circonstances qui serait peut-être à affiner, voire à reconsidérer? Ou pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait admettre l'idée qu'il y a même des erreurs qui ont été commises du côté des forces de l'ordre, et si oui, lesquelles? Mon général, je vous en prie. Alors, je vais revenir sur les armes de guerre. C'est une bonne question parce qu'il se trouve que là, sur ces derniers mois, j'ai engagé des gendarmes en Ukraine et à Khartoum, au Soudan. Quand j'ai engagé les gendarmes du GIGN et les gendarmes mobiles en Ukraine, on nous a dit non, mais vous y allez pour garder l'ambassade et puis pour opérer des opérations de police technique et scientifique, et c'est l'armée ukrainienne qui va vous protéger. Donc moi j'ai dit certes, mais on va emmener des armes de guerre. Je n'aurais pas donné de grenades lacrymogènes. Quand j'ai un commandant du GIGN qui évacue l'ambassade de Kiev vers la Moldavie, à qui on dit à chaque checkpoint, roulez pas la nuit, on va vous prendre pour une colonne de chars russes. Il y avait 50 véhicules avec 3 ambassadeurs et les équipes. On va vous prendre pour une colonne de chars russes ou ukrainiens, on va vous tirer dessus. Que je l'ai au téléphone et que j'entends les roquettes siffler et les rafales pétarader, j'étais bien content qu'il n'ait pas des armes de guerre, entre guillemets, type grenade lacrymogène. C'est pas ça une arme de guerre. Alors on se fonde sur une classification qui comprend également dans les armes de guerre les jumelles à intensification de lumière ou les postes radio. Donc non, une grenade n'est pas une arme de guerre. Moi, mes blessés, je peux vous donner les noms, prénoms, les jours d'ITT et les blessures. Et accessoirement, je peux même vous dire qu'il y en aura peut-être même eu un petit peu plus, parce qu'il y a des gens qui ont consulté 10 jours après, parce qu'ils avaient des acouphènes et des problèmes de bruit. Alors vous allez me dire que ce n'est pas les blessures les plus graves. Mais moi, les 200, il n'y a rien d'objectivé. Donc après, quand vous me demandez, est-ce qu'on est sûr que... moi, je suis sûr de rien, en réalité. Puisque je ne sais pas qui a été blessé, combien il y en a eu, et où est-ce qu'ils étaient. Et l'enquête va être compliquée, parce que si personne ne donne son identité, ça posera problème. Après, si je poursuis un petit peu le raisonnement, les blessés, ils sont blessés quand on est face à un attroupement et plus de manifestation. Quand un attroupement, c'est interdit, un attroupement armé. Et c'est le sens du SNMO, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand, à un moment donné, on change de nature d'événement et qu'on passe sur quelque chose d'illégal, on prévient les manifestants. Et on le prévient par tous les moyens. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais... les blessés, ils n'ont pas été blessés lors de la marche au début, quand tout le monde marche tranquillement.
Alors pour mieux comprendre, pour mieux appréhender le déroulé des faits, les députés de cette commission d'enquête ont décidé de se rendre sur place à Sainte-Soline. C'était en octobre 2023. Regardez. Et puis nous avons tenté d'aller au contact des organisateurs dans le cadre du schéma national de maintien de l'ordre, avec les fameuses ELIG, les équipes de liaison et d'information de la gendarmerie, que j'avais renforcées, avec des négociateurs de crise, que j'avais vraiment insérés dans ces équipes pour accroître nos capacités de dialogue. Et cette mission n'a pas pu fonctionner, puisque les organisateurs que nous avons essayé de joindre sont restés totalement hermétiques, à la fois à la communication institutionnelle et aux tentatives de communication sur le terrain, que nous avons essayé de tisser à J-1, J-2 et dans les heures qui ont précédé le début de la manifestation. Pour que, comme vous l'indiquez, le schéma national de maintien de l'ordre fonctionne, il faut qu'un dialogue soit instauré. Il l'est généralement avec les organisateurs, qui d'ailleurs engagent aussi leurs responsabilités. Comment expliquez-vous que sur le site de Sainte-Soline, eh bien, il n'y ait pas eu de volonté de la part des organisateurs de dialoguer, et comment en tout cas percevez-vous la responsabilité des organisateurs? Dans l'idéologie aujourd'hui des soulèvements de la terre, il y a la volonté d'aller à l'affront. Et là, moi, je l'ai vraiment senti au travers de l'armement, de l'organisation. On a affaire à une organisation quasi militaire, dans sa logistique, dans sa stratégie, dans ses modes d'action. Et les Black Blocs, on le verra tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à des civils, mais qui sont organisés militairement, dont les stratèges ont probablement sur leur table de chevet les mêmes lectures que j'avais quand j'ai fait mes grandes écoles militaires. Donc on a vraiment affaire à des gens qui, je pense, voulaient l'affrontement et voulaient aller au chaos. Et le chaos s'obtient comment? En allant en contact. La recherche d'un martyr. Moi, je suis persuadé que les plus déterminés de nos opposants cherchaient la mort d'un des leurs, le martyr, le Rémi Fraisse de Sainte-Soline, la mort d'un gendarme, pour provoquer la crise, pour incapaciter l'État. Moi, j'ai vraiment cette intime conviction. Bien sûr, les participants à cette manifestation n'ont pas la même version des faits. C'est le cas de Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était présente à Sainte-Soline en mars 2023 avec des militants et des élus de son parti. Écoutez. Les manifs de Sainte-Soline, les 4 précédentes, en fait il y en a eu 4 à Sainte-Soline, les 4 ont été interdites. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment aussi, je ne vous dis pas c'est sûr, c'est ça, je vous dis il y a un sentiment. C'est comme le sentiment d'insécurité, c'est forcément subjectif, mais il y a un sentiment chez beaucoup de militants, plutôt jeunes, plutôt pas des militants politiques d'ailleurs, mais c'est de plus en plus fort que, en fait, on ne veut pas qu'on parle du sujet. C'est-à-dire qu'une manifestation bon enfant, où ça se passerait bien, etc., en fait, ça permet de faire parler du sujet, parce que tout le week-end, à la télé, on dit tiens, il y a ce rassemblement, comment ça va se passer, etc. On n'en veut pas. Donc, il faut interdire la manif. Premièrement, je ne vous parle pas de celle de Sainte-Soline là où des dangers étaient annoncés réels et on y reviendra, mais pour les premières, on dit bah tiens, ils ne veulent pas que la manif ait lieu et qu'elle se passe bien, parce que l'interdiction a 2 effets. Premièrement, évidemment de la dissuasion à ne pas y aller, c'est le but cherché, et deuxièmement, on pressent que ça ne va pas très bien se passer, donc il y a toujours cette angoisse, et puis aussi on sait que ça se termine par des images pas cool qui ne servent pas notre récit politique. Et donc dans ces cas-là, vous avez 2 choix. Là, je ne parle pas de moi, je parle des gens qui ont été à la 1 quand même, la 2, la 3, moi j'étais qu'aux 2 dernières, qui disent, bah voilà, ils ne veulent pas qu'on fasse, on nous empêche, et donc ils se sentent attaqués dans leur liberté même de manifester. Je souligne que j'ai participé à beaucoup de manifestations des soulèvements de la Terre, on n'a pas du tout participé à l'organisation de celle-ci, pas du tout. On n'était pas dans les organisateurs, ELV, on était participants, on avait appelé à cette manif, on n'a pas appelé à la manif après l'interdiction, on a fait voilà, de la gestion de nos militants qui avaient prévu, qui étaient déterminés à y aller. Mais en mai, par exemple, David Cormand était présent, on a fait les soulèvements de la Terre à Rouen. J'ai emmené mon fils de 4 ans, ils ont fabriqué des jumelles en rouleau de papier toilette pour voir les oiseaux dans les arbres qu'on allait sauver contre le grand contournement Est qui depuis 50 ans défraie la chronique et qui se fera jamais. Donc les soulèvements de la Terre, c'est pas les images qu'on a vues à BFM de Sainte-Soline. C'est pas ça, c'est des dizaines d'actions qui se passent très bien, c'est 150 000 personnes, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais il y a un système politico-médiatique qui fait aussi que c'est ça l'image que les gens ont en tête, ça imprime. Il y a pendant ces semaines cette tension qui monte, et donc oui, on est inquiet. On est inquiet, mais on en discute entre nous, on se dit,
cette manif va avoir lieu. C'était 30 000 manifestants. Hein. C'est pas, bon, il y a les chiffres selon la police, il n'y avait pas la CGT, mais selon les participants. Ce sont des ornithologues qui comptent au clic, et c'est leur métier de compter du vivant au clic. Donc, normalement, ils savent le faire. 30 000 personnes, c'est le plus gros rassemblement écolo en France depuis le Larzac. C'est ça qui est annoncé. Et donc, on sait que les gens vont y aller. Ils ont prévu leur salle de couchage, leur tente, le covoiturage, ils vont y aller. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous et on laisse les 200 manifestants, dont peut-être les non vont nous appeler inquiets, donc ça, non, on doit être là. Et donc, on y va en espérant que ça se passera au mieux, en se disant on pourra faire des choses sur place. Évidemment qu'il y a des gens qui viennent dans cette manifestation, c'était annoncé, pas pour les bassines, mais pour la confrontation. Ils ne sont pas des soulèvements de la Terre, ils ne sont pas d'Europe Écologie Les Verts, à ma connaissance. Peut-être que des gens ont des infos que je n'ai pas, mais dans tous les mémoires en défense du ministère de l'Intérieur, je n'ai rien vu de tangible comme preuve. Et donc, on les voit aussi, enfin, on voit bien, enfin, on sait bien. Mais quand vous allez au 1er mai, je ne sais pas si vous manifestez le 1er mai, nous on manifeste le 1er mai, on les voit aussi. J'ai jamais vu une interdiction de manif le 1er mai. J'ai jamais vu Sophie Binet et Marie-Lise Léon, ou Martinez et Berger avant, être menacées de dissolution parce qu'il y a les Black Blocs qui sont venus à la manif du 1er mai. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous, quand on arrive, puisqu'on est en fin de cortège, en plus on dit au revoir à Julien Leguet qui, arrivé au panneau Sainte-Soline, ne peut pas pénétrer sur la commune, qui l'attend au panneau. On lui dit au revoir, on est dans le cortège des derniers qui arrivent. Quand on arrive, les camions sont déjà en flammes, etc. Ce qu'on peut vous dire, c'est que moi je ne veux pas entendre les gens qui ont été blessés sur place, ils l'avaient bien cherché, parce qu'ils n'avaient pas à être là. Et puis en plus, s'ils ont été blessés, c'est qu'ils étaient en première ligne. Nous n'étions pas en première ligne. On était vraiment au fond. Quand on arrivait avec ce camion qui brûle, on est arrivé. Donc en fait, vous avez le... Pour que vous situiez ce champ, parce que vous avez été sur place, je ne sais plus où j'ai mis le plan, mais en fait, vous avez ce grand champ. Hop, de toute façon, ce n'est que des champs. Vous avez cette bassine, et nous sommes là, dans le triangle orange. Et donc, il y a une fanfare qui joue, et nous, on se dit, c'est peut-être le syndrome du Titanic, on se dit, on va se mettre près de la fanfare. Normalement, les forces de l'ordre vont se rendre compte que ceux qui sont autour de la fanfare, tout se passe bien. Et c'est là qu'on nous dit que les quads arrivent. Alors moi, je ne comprends pas ce que c'est que ces quads. Je ne savais pas qu'il y avait des militaires à quad sur ce terrain. Et je sens une panique, vraiment. Les gens paniquent. En disant, il y a des quads qui arrivent, ils reviennent. Parce qu'en fait, on apprend plus tard qu'ils étaient déjà venus au début et que c'est là que la confrontation a commencé. Les quads, c'est l'équivalent Brave M de la ruralité, quoi. C'est dans tous les rapports, d'ailleurs, entre rapport gendarmerie, rapport LDH, rapport préfet, ils disent pas les mêmes trucs. Ils n'avaient pas le droit de tirer au LBD. Ah bah si, ils l'ont fait quand même, sans autorisation. Ah si, en fait, ils nous l'avaient dit, mais on s'en rappelait plus. Enfin, on n'a jamais compris trop dans quel cadre de légalité ils opéraient. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont arrivés sur nous, par derrière, pas par devant où étaient les heurts, mais par derrière. Donc clairement, les personnes avec qui ils sont confrontés étaient les non-violents qui étaient le plus à l'arrière. Que quand on nous a dit qu'ils arrivaient, on nous a dit il y a plein de BC entreposés à l'arrière de la première charge où on n'était pas, il faut aller les protéger, que Benoît, qui est un habitué de ces manifestations, a pris un peu le lead en disant ceux qui ont des écharpes, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas député, mettez-vous devant bien visible, parce qu'ils vont à toute allure, mais ils vont voir avec nos écharpes que là, c'est les élus et les blessés, et de s'approche et nous tire dessus. Et le ministère de l'Intérieur, la préfète diront par ailleurs pendant des jours que c'était faux. Donc on tient à votre disposition des photos, tout ça, on a toutes les preuves. Et donc, tout ça pour vous montrer que nous étions non violents, nous étions à l'écart des heurts très 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 nettement, encore plus quand on protégeait les blessés, et qu'on a été pris pour cible, asphyxié. Moi j'ai eu des troubles auditifs pendant des semaines. Ensuite, j'ai une grenade qui a éclaté près de mon pied, il y avait un journaliste d'ailleurs présent à côté qui l'a senti aussi, on a dû porter nous-mêmes les blessés. Enfin, voilà, pour vous dire, c'est pas ceux qui vont à la confrontation, ils vont volontairement. C'est sûrement vrai pour certains, qui ne sont pas, à mon avis, là pour les bassines d'ailleurs, comme dans les manifs du 1er mai, ils ne sont pas là pour la CGT. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc oui, c'est une escalade d'angoisse. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que je peux vous dire que des non-violents très très convaincus qui vivent ça ne leur donne pas confiance dans les forces de l'ordre. Forces de l'ordre, gardiens de la paix, nous, on soutient leur action. Ils sont nécessaires et les gens qui font ce métier, moi, je comprends que c'est un métier très dur, que pour leur famille, c'est très difficile aussi. Moi, je me mets aussi à leur place. La réalité, c'est que la doctrine du maintien de l'ordre mise en place ce jour-là, tout autour de la bassine, vous dites, ah bah, comme ils ne bougeaient pas, c'était pas dangereux pour personne. Mais si, ça l'était. Parce que contrairement à Sainte-Soline en octobre, où on a avancé des kilomètres en passant des barrages de 10, un par un, et puis tout se passait bien. Dans plein d'autres manifs, ça s'est passé comme ça. Là, ce truc de 3000, sur les 3200, il y en a 3000 qui étaient autour de la bassine, pour protéger un trou. Et donc, évidemment que ça crée une confrontation, puisque au lieu de que ce soit éparpillé, etc., tout le monde va vers la bassine pour voir ce que c'est qu'une bassine, et là, ça crée une confrontation, au contraire, très directe. D'ailleurs, qu'est-ce que ça aurait pu faire qu'on rentre dans cette bassine? C'est un trou, il n'y a rien à détruire, les gens seraient restés 20 minutes dans la bassine et seraient repartis chez eux, quoi. Il n'y a rien à détruire sur place.
Les députés ont aussi entendu les organisateurs de cette manifestation. Si les soulèvements de la terre ou la Confédération paysanne n'ont pas répondu à la convocation de la commission d'enquête, le collectif Bassine Non Merci s'est rendu à l'Assemblée nationale. On écoute. Comment, en amont de cette manifestation, s'est régulé le dialogue avec l'autorité administrative? Est-ce que vous avez senti l'État prêt au dialogue? Est-ce que vous avez considéré que le dialogue n'était pas possible? Est-ce que vous avez souhaité de toute façon que ce dialogue n'ait pas lieu? Voilà, c'est un éclairage important, je pense, pour nos travaux. Pendant 5 ans de cette lutte, on a organisé toute une manifestation, elles étaient déclarées, et il y avait des rencontres avec les services d'ordre pour établir les tracés, etc. Et on évoque vraiment un fait, qui est un schisme dans notre relation avec l'État. C'est suite à une première manifestation au mois de septembre, ou la deuxième manifestation qu'on fait au mois d'octobre à Mauzé-sur-le-Mignon. C'est la première fois où il y a des arrêtés liberticides, on les qualifie bien comme ça. En tout cas, on sent vraiment nos libertés fondamentales diminuer, puisqu'on voulait tout simplement pouvoir les montrer à des gens qui ne savaient pas ce qu'était une méga-bassine, aller voir sur le terrain, se rendre compte de visu à quoi ça ressemblait. Et on a rencontré une première batterie d'interdiction. Et donc, avec l'Interorga, avec l'ensemble des organisations qui appellent à ces manifestations, nous avions fait le choix de ne pas dépasser cette limite-là. Et comme on le dit dans le texte, d'aller voir un autre secteur qui n'était pas en zone rouge. Et il y a eu une véritable obstruction d'emblée, des services d'ordre qui n'étaient pas à leur place, qui venaient nous obstruer une nouvelle fois. Et à partir de ce moment-là, ce que je ne dis pas dans le texte, c'est que ça a généré le fait que cette bassine de la ZAD des Roches, elle a, suite à ça, et je dis vraiment suite à ça, parce que c'est certainement pas ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été entravés, si la première tension n'était pas apparue, s'il n'y avait pas eu ces premiers jets de lacrymo sur des cortèges qui se voulaient, qui se revendiquaient pacifistes, il n'y aurait pas eu de destruction de la bassine de Cranchaban dans la foulée. Voilà, tout simplement. Ça a été un effet de réaction immédiat à cette violence qui a été vraiment subie comme une violence et un arbitraire fort. Je rappelle que cette bassine, en fait, elle a été débâchée collectivement, elle est assumée par l'ensemble des organisations. Cette bassine est illégale et cette bassine aurait dû déjà être remise en état et les porteurs de projets auraient dû financer la remise et le bouchage du trou depuis belle lurette. Et néanmoins, cette bassine, elle continue d'être utilisée, enfin ces bassines jumelles de la ZAD des Roches continuent d'être utilisées aujourd'hui. Donc, on garde ce réflexe systématiquement à chacun de nos événements de continuer à faire nos déclarations de manifestation. Ça a encore été le cas pour Sainte-Soline. Et une nouvelle fois, là, ça a été une semaine en amont. Souvent, c'est 2-3 jours en amont. On a appris que cette manifestation serait interdite et doublée à ça de quantité d'arrêtés annexes et supplémentaires pour interdire toutes sortes de... Voilà. Les maires ont senti une tension qui montait parce qu'ils semblaient percevoir des individus qui, de toute évidence, n'étaient pas là pour, je dirais, une promenade bucolique dans les champs, mais une volonté, en tout cas, d'exprimer de quelque manière que ce soit, je dirais, des formes d'agressivité. Donc, voilà. Donc, est-ce que... Alors, encore une fois, la question est très simple. Est-ce que vous avez eu cette perception ou point du tout, quoi? Alors, je vais revenir moi aussi sur cette distinction que vous semblez faire entre des manifestantes qui seraient assez festifs et d'autres qui viendraient uniquement dans l'optique de tout casser sans avoir aucun rapport aux causes écologistes qu'on défend. En fait, il faut voir que le jour de la manifestation, le 25 mars, personne ne vient dans une optique assez festive. Et que de plus en plus, dans les manifestations, en ce qui me concerne, depuis les manifestations loi travail en 2016, les gens viennent avec des objets, alors je ne vais pas parler des battes de baseball, mais en tout cas le fait de se masquer, d'avoir des lunettes, d'avoir des masques, d'avoir des capuches, par exemple, pour pas que les grenades explosives nous restent à l'intérieur de nos cols et nous tuent comme Rémi Fraisse. Ce sont des réflexes que, quand on est manifestant aujourd'hui, on les a acquis depuis maintenant des années. Et on arrive et on se protège. En fait, on est obligé, même si on arrive avec les intentions les plus
de venir faire, si notre intention était de venir faire une promenade bucolique dans les champs, je peux vous dire, Monsieur le Président, que personnellement, j'y viens quand même masqué, avec des lunettes, avec une capuche, voire avec un casque, voire avec plusieurs épaisseurs de vêtements pour pouvoir encaisser les tirs de LBD. Donc cette distinction vraiment entre des manifestations, des manifestants bucoliques, pacifistes, et de l'autre côté des blocs qui seraient uniquement là pour avoir une liberté d'exercer une violence, elle n'existe que dans la, excusez-moi de le dire, mais que dans la tête de gens qui ne vont pas dans ces manifestations. Donc pas de distinction à faire entre manifestants et casseurs. Comment expliquez-vous que nous retrouvions par conséquent des boules de pétanque, des machettes, des objets qui ont été volontairement élaborés pour porter atteinte, on peut l'imaginer en tout cas, à l'intégrité physique des forces de l'ordre, par exemple. Donc vous ne faites pas la distinction, mais manifestement, il y a des éléments tangibles, matériels, qui permettent, j'allais dire, assez radicalement de faire des distinctions. J'ai une réponse évidente à ça, monsieur le rapporteur. En amont de la manifestation de Melle-Sainte-Soline, sur 5 jours, il y a eu 24 000 contrôles sur la zone. Contrôles qui touchaient également les habitants de ce territoire, manifestants ou pas manifestants. Et quand on voit la définition de l'arme par destination, bah c'est vrai que dans nos coffres, et dans vos coffres, eh bien, il y a tout un tas d'armes par destination, et à commencer par les boules de pétanque. Et donc on a bien vu cette table présentée par les forces de l'ordre avec tout cet attirail, et qui devait démontrer la violence des manifestants. Mais en fait, cette razzia de matériel, elle ne correspond pas à la razzia de matériel des gens qui étaient là pour manifester, mais bien des 24 000 personnes et véhicules qui ont été interpellés. Et donc, j'espère que vous êtes nombreux à ne pas être tombés dans ce panneau-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce panneau-là. C'était bien tendu. Mais moi, il faut que je retourne chercher mes boules de pétanque à la gendarmerie de Lezay. Et j'avais clairement pas du tout l'intention d'en faire usage sur qui que ce soit. Ça coûte trop cher. Puis, voilà, c'est no way ça. Et il y a peu de temps, on a un camarade qui est passé devant la juridiction parce qu'en effet, il s'était rendu à la manifestation avec son camion, qui est aussi il est grimpeur et lagueur, et donc il voyage avec son matériel. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un camion de grimpeur et lagueur? On trouve du matériel de grimpeur et lagueur. Et nous, ce qu'on a constaté autour de la bassine, c'est effectivement ce dispositif de gendarmerie, avec donc ces 3000 gendarmes qui sont autour de la bassine, avec cette lignée de camions, sur le contact qui a eu lieu entre les manifestants et la gendarmerie. Notre rapport et nos observations de terrain montrent que le premier contact qui a eu lieu entre les manifestants et la gendarmerie, il se déroule à une grande distance de la bassine. Il se déroule à 1,4 km de la bassine. Il intervient précisément à 12h35. On est au sud d'Asnières à ce moment-là. Les cortèges viennent de se séparer. Il y a un cortège bleu qui avance à travers champs, qui arrive au sud d'Asnières. À ce moment-là, précisément à 12h35, à 12h30, on voit au loin la PM2I, le peloton motorisé d'intervention, qui se déplace et qui vient. À ce moment-là, les gendarmes descendent dans le champ de leur quad, et de manière quasi concomitante, il y a 2 tirs de chandelles romaines qui sont faites par 2 manifestants, et là, directement, les gendarmes répondent avec un usage de gaz lacrymogène massif, mais qui va toucher tout le monde de manière indiscriminée. Et après, les gendarmes repartent, se remettent sur leur quad, et vont venir au contact directement des cortèges roses et jaunes. Ces cortèges roses et jaunes, ils sont à grande distance. Ils tirent depuis leur quad à grande distance, là encore, sur des personnes qui ne présentent pas de danger pour les gendarmes. Il y a un usage de gaz lacrymogène qui est fait de manière indiscriminée sur des gens qui sont à grande distance. Et ce que nous disent les rapports de l'IGGN et de la préfecture des Deux-Sèvres, ils ne racontent pas du tout les faits de la même manière. La préfète, elle affirme à tort que l'usage de la force a été décidé au vu des premières attaques contre la gendarmerie sous la forme de cocktails Molotov et de tirs tendus de mortiers d'artifice. Nous, à 12h35,
J'y étais précisément sur place au sud d'Asnières, à 1,4 km de la bassine. On ne voit pas de cocktail Molotov à ce moment-là. On nous dit aussi qu'il y a eu des sommations juste avant. On n'entend strictement aucune sommation. Ça, c'est sur les faits, sur le premier contact qui a eu lieu entre la gendarmerie et les manifestants. Il a eu lieu bien loin de la bassine, à 1,4 km, et les tirs se sont faits de manière indiscriminée sur l'ensemble des personnes qui étaient présentes, sur les ensembles des cortèges. Vous précisez à un moment donné que l'objectif, c'est d'arracher les grilles et de stopper les travaux. Donc là, comment dire, on est sur une volonté de faire en sorte que le chantier ne puisse pas se poursuivre. C'est bien cela. Je crois que je vais être assez à l'aise pour répondre à cette question. Depuis 2 ans, des travaux ont démarré à Mosée et ces travaux sont toujours sous le coup d'une décision de justice qui doit tomber au tribunal administratif de Bordeaux et qui, peut-être en bout de chaîne, viendra dire l'illégalité de ces ouvrages. Et donc, face à ce refus de l'État d'attendre que tout le droit soit dit, l'État pousse, y compris les porteurs de projets, à accélérer la démarche, comme actuellement, où il y a une vraie pression pour que la COP de l'eau fasse très rapidement prière, fasse très rapidement épanne, et ça ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement. Nous, je rappelle qu'on demande un moratoire, et c'est vraiment au vu de cette décision-là et de cette réalité juridique-là qu'on demande un moratoire. Et c'est pour ça qu'on est rentré en désobéissance civile. Vous l'avez compris, les organisateurs brandissent la désobéissance civile pour justifier les dégradations sur le site de Sainte-Soline. De quoi piquer au vif le garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti n'a pas caché son agacement. Pour tout vous dire, mais j'en ai ras-le-bol de cette petite musique de la désobéissance civile. Bon, on sait d'où ça vient, c'est très clairement énoncé, c'est même revendiqué. On a le droit aujourd'hui, semble-t-il, disent certains, quand on est porteur d'une cause que l'on estime légitime, de ne plus obéir à la loi. C'est infernal. Et je le dis très clairement, rien n'est plus liberticide que cela. Tant il est vrai qu'au fond, la liberté, d'abord, ma liberté s'arrête où commence la vôtre, et puis deuxièmement, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, la liberté, c'est l'obéissance à la loi commune. Rien d'autre que ça. Alors, quand on n'est pas content de l'inaction gouvernementale en matière d'écologie, on peut aller fracasser des œuvres d'art. Ben tiens donc. À Sainte-Soline, moi je vais quand même rappeler les choses très clairement. Et là on est dans de la chose publique. Bien sûr, je suis évidemment, monsieur le rapporteur, très soucieux, comme vous, de l'indépendance totale de la justice. Et je ne veux pas, naturellement, la Constitution me l'interdit, c'est très bien comme ça, interférer dans des affaires en cours. Mais enfin, Sainte-Soline, moi, il y a eu des concertations avec les élus pour ces bassines. Après, on peut contester, ne pas contester, on a le droit. On peut aller manifester si on déclare la manifestation. Si on ne la déclare pas, on n'est pas dans les clous. Bien. Et vous avez des forces de l'ordre qui viennent là à la fois pour protéger les manifestants et également pour protéger un objet, en l'occurrence cette bassine, cette méga bassine, qui a fait l'objet de concertations préalables. Et voilà des gens qui sont gravement blessés. Voilà des camions de gendarmerie qu'on brûle, des gens qui ont traversé l'Europe pour abonder cette horde de types qui ne respectent rien. Moi, je suis très choqué par ça. La réforme des retraites fait également l'objet d'une très forte contestation dans le pays début 2023. Le 16 mars, la première ministre Elisabeth Borne monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour déclencher l'article 49.3. Vous le connaissez bien. Elle fait adopter sa réforme sans vote et la tension monte d'un cran dans le pays. Poubelles en feu, mobilier urbain détruit, affrontements avec les forces de l'ordre. À Bordeaux, la porte de la mairie est même incendiée. Les députés de la commission d'enquête se sont penchés sur ces événements pour tenter de comprendre, là encore, qui sont les auteurs de ces violences.
Le 16 mars, à partir du 16 mars, il y a un niveau d'adversité qui monte en puissance. Mais attention, lors des précédents cortèges, on avait quand même des exactions, on avait quand même des individus qui dégradaient des commerces, qui essayaient de s'en prendre aux forces de l'ordre, parfois aux syndicats, et ça y compris avant le 16 mars. Bon. Mais le 16 mars, montée de la radicalité. Et puis ce qu'on voit apparaître à partir du 16 mars, c'est aux côtés des manifestations classiques déclarées par les organisations syndicales, on a vu apparaître, et notamment le soir, on a vu se développer un certain nombre de ce qu'on a appelé les cortèges sauvages, qui ont eu lieu partout sur le territoire national, mais quand même principalement à Paris, où on a eu des groupes d'individus qui, sans aucune déclaration, sont partis en déambulation sauvage dans les rues de la capitale, souvent de manière assez violente, en tout cas en commettant beaucoup de dégradations. C'était l'époque où il y avait la grève de la collecte des ordures ménagères à Paris. Donc on a eu beaucoup de mises à feu de poubelles, des propagations avec des risques et des propagations avérées à certains immeubles, des cortèges sauvages, donc de personnes qui se sont éclatées dans les rues de la capitale en plusieurs endroits et qui commettaient beaucoup d'exactions. Et ça c'est la deuxième conséquence un peu de la deuxième césure du 16 mars, c'est qu'on voit apparaître des manifestations sauvages dans les rues de la capitale avec la commission de beaucoup d'exactions. Et c'est d'ailleurs souvent à cette occasion, lors de ces manifestations-là, que nous avons eu à interpeller des groupes d'individus dans le cadre de l'infraction du groupement constitué en vue de commettre des dégradations ou des violences. Bon, avec, et on y reviendra, le grief qui nous est fait d'avoir ce décalage entre le nombre de gardes à vue et le nombre de poursuites. Mais c'est souvent ces soirs-là qu'on a été obligé d'intercepter un certain nombre de groupes parce qu'ils commettaient des violences et des exactions. À titre personnel, je ne considère pas que ce sont des manifestations. Je vous le dis comme préfet de police, je suis très clair, ce ne sont pas des manifestations. Elles ne sont pas déclarées, ce sont des cortèges sauvages et qui ne visent qu'à une chose, c'est à commettre des exactions. Brûler des poubelles, bon, on n'est pas dans la revendication classique. Et à titre personnel, de mon point de vue, on entre plus dans des phénomènes de violence urbaine qui imposent à nos effectifs, et ça aussi c'est une césure dans évidemment la doctrine qu'on met en place, beaucoup de réactivité pour intervenir très vite et empêcher ces fauteurs de troubles de commettre des exactions. Et j'insiste sur un point, à partir du 16 mars, pour ces cortèges sauvages le soir, en dehors de toute manifestation syndicale, la volonté était vraiment de disperser les forces de l'ordre avec des groupes qui se disséminaient en plusieurs points dans Paris. Donc ce qui devient évidemment pour nous très compliqué à gérer. Qui sont ces groupes auteurs de violences ? Alors, cette opportunité de commettre des violences a évidemment été saisie par l'ultra-gauche, ce que nous appelons l'ultra-gauche, qui appelle peut-être de ma part un petit exercice de définition pour savoir de quoi nous parlons quand nous évoquons l'ultra-gauche. Pour la police nationale, l'ultra-gauche désigne des composantes de la gauche radicale qui se distinguent par leur stratégie anti-institutionnelle et anti-représentative. Cette mouvance manifeste son hostilité envers l'État, ses représentants et le pouvoir. Elle se différencie de l'extrême gauche par son refus de toute représentation institutionnelle et prône des changements radicaux par la déstabilisation des institutions républicaines, en contestant les valeurs démocratiques, par le recours à la violence, le plus souvent à l'encontre des biens ou des personnes qui les représentent. Elles agglomèrent des mouvements aux inspirations idéologiques différentes, des anarchistes, des autonomes ou la mouvance Antifa. Ces mouvements cherchent à faire prospérer leurs idées non pas par des vecteurs démocratiques, mais bien par la force et le recours à la violence, l'objectif général et partagé étant de provoquer le chaos. Pour ce qui est des Black Blocs, dont on évoque évidemment régulièrement la présence et qu'on ne prend peut-être pas toujours le temps de définir. Il convient de souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Black Blocs ont été plus nombreux à participer aux manifestations pendant cette période. Lors des manifestations de voie publique, la plupart de ces individus radicaux se rassemblent donc dans ces Black Blocs, cagoulés, gantés, dissimulés derrière des parapluies, munis de banderoles renforcées. Des leaders présents dans le bloc guident les plus déterminés, souvent à l'aide de mégaphones. En amont de la manifestation, des repérages sont faits par les membres de ces groupes, notamment pour dissimuler du matériel offensif et éviter les contrôles le jour de la manifestation. Au moment de la manifestation, les membres du Black Bloc sont coordonnés, organisés et guidés par des militants plus en retrait, qui évaluent le dispositif de maintien de l'ordre en place,
en utilisant d'ailleurs des drones, des talkie-walkie ou même parfois des instruments plus singuliers comme les trottinettes. Comme je l'ai dit, très souvent, ils déposent leur équipement en amont de la manifestation, sur le parcours du cortège, dans les cages d'escalier, les armoires techniques, même des appartements, pour éviter les contrôles qui pourraient éventuellement être mis en place à proximité de ces manifestations. Ces mêmes équipements qui seront abandonnés à l'issue des manifestations. Ils ne repartent pas avec, ce qui rend évidemment les contrôles ou les interpellations conduites après les violences plus difficiles. Quel est le mode d'action de ces Black Blocs? Alors évidemment, on les observe la plupart du temps en tête des cortèges, mais on les retrouve aussi éclatés au sein même de la manifestation constituée. Au départ du cortège, ils ne sont pas forcément visibles en tant que tels. On est plutôt en présence d'une nébuleuse formée de personnes paradoxalement revêtues de gilets jaunes. Ce sont des gilets jaunes historiques. Et puis de sympathisants d'individus vêtus de vestes foncées à capuche et dont le visage est en partie masqué, avec des masques chirurgicaux, des écharpes, des lunettes de soleil, des lunettes de piscine ou toute autre tenue vestimentaire qui permet de ne plus les distinguer. Ce groupe devient bruyant, agité, mais dans un premier temps, pas violent. Il se positionne, dans la plupart des cas, je l'ai dit, devant le cortège officiel des syndicats, et il peut être composé de plusieurs centaines de personnes, ce qui rend les conditions des interventions plutôt difficiles. Par exemple, à Lyon, le 1er mai, ce sont environ 2000 personnes qui composaient ce Black Bloc en tête de la manifestation. Le mode opératoire de ce Black Bloc est désormais rodé. Le fait qu'il se constitue progressivement après le départ de la manifestation est sans doute le signe de leur volonté d'éviter les contrôles préventifs et rendre plus difficile leur identification. La formation du Black Bloc en elle-même est souvent annoncée par le craquement d'un fumigène, l'ouverture d'un parapluie, des messages sur les réseaux sociaux ou tout autre signe de ralliement convenu entre eux. Le groupe contact se forme à l'heure, groupe qui va se noircir avec les individus qui changent de tenue pour s'habiller de noir et se dissimuler le visage. Une ou plusieurs banderoles seront sorties à ce moment-là pour protéger le Black Bloc. Le groupe devient alors violent et commet des dégradations tout en agressant les forces de l'ordre. J'évoquais l'utilisation de bâches. Dorénavant, ces bâches sont renforcées. Cette technique n'est pas vraiment nouvelle, mais elle a évolué notablement avec, dorénavant, outre le fait qu'elle permet de masquer les individus, la présence de morceaux de bois rigides, voire de clubs de golf, qui ensuite, désolidarisés de la bâche, peuvent être utilisés par ces individus pour commettre des violences. Il faut noter, mais ça je pense que vous l'avez observé, qu'indépendamment de la présence de cette bâche, le déploiement de parapluies noirs contribue à masquer singulièrement ces individus. Pour les types de violences qui sont exercées par ces Black Blocs, elles sont très variées, malheureusement. Alors évidemment, il y a les violences à l'encontre des FSI. Nous avons emmené avec la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité quelques exemples de projectiles qui sont utilisés dans ces manifestations. Là, ça a été récupéré à Rennes le 23 mars 2023. Malheureusement, nous en avons plusieurs, Monsieur le Président. Je le laisse peut-être à la disposition de votre commission pour illustrer le type de projectiles auxquels sont confrontées les forces de sécurité intérieure. Des exactions qui sont commises aussi à l'encontre des symboles de l'État, mairies, commissariats, préfectures, tribunaux. Des dégradations et des pillages commis à l'encontre des symboles du capitalisme, les banques, des magasins de téléphonie, des agences immobilières, des agents d'assurance. La dégradation du mobilier urbain, évidemment, aussi bien avec du bris, de l'incendie et la constitution de barricades à partir de ce mobilier urbain. Des pillages aussi. Et la multiplication des feux sur la chaussée avec les poubelles notamment. Comme vous l'avez vu, ces groupes utilisent des armes par nature ou par destination de plus en plus puissantes et sophistiquées avec, on doit le dire sans doute, pour certains d'entre eux, la volonté de tuer du flic. À côté de la pièce que je viens de vous communiquer, il y a l'utilisation de pièces métalliques qui s'ajoutent désormais aux traditionnels pavés, boulons de chantier, mortiers d'artifice, cocktails Molotov et bombes agricoles. Utilisation de petits tridents en acier aussi, ou utilisation de ferraille posée au sol pour crever les pneus des véhicules
des policiers ou des motos des forces de l'ordre. Et de manière plus récente, des jets d'excréments, de bouteilles remplies d'urine, de peinture ou de liquides toxiques. Le 14 novembre 2023, Florian Boudier présente à la presse le rapport de la commission d'enquête. 6 mois de travaux, une quarantaine d'auditions et 2 déplacements. Écoutez le député. Je voudrais être très clair sur les événements de Sainte-Soline en particulier, qui se singularisent dans la séquence temporelle que nous avons étudiée. Pour noter d'abord la responsabilité absolument écrasante des organisateurs du mouvement de Sainte-Soline au mois de mars dernier, dans les affrontements que nous avons connus à l'égard en particulier, bien sûr, des forces de l'ordre. Responsabilité écrasante. Refus total et absolu de toute forme de contact avec l'autorité administrative, la préfecture. Refus de déclarer la manifestation. Refus d'ailleurs d'intenter un recours administratif contre l'interdiction de la manifestation, de la même façon. Et puis refus aussi de discuter, de planifier, de travailler à la stratégie de secours pour celles et ceux qui, le cas échéant, sur place, pourraient être blessés ou simplement être souffrants dans les circonstances d'une manifestation. Cette responsabilité, elle est écrasante. Je n'en conclus pas, et ce fut parfois une divergence avec certains membres de la commission d'enquête, que quand on est élu national ou quand on est élu local, il ne faut pas aller participer à des manifestations interdites. Ça n'est pas mon point de vue. Je ne donne pas cette leçon de morale dans le rapport. En revanche, il me semble absolument indispensable que lorsqu'on exerce des responsabilités politiques notamment, on puisse mesurer les risques dans une manifestation, un rassemblement interdit qui en comportait de très nombreux, en raison précisément du refus des organisateurs de toute forme d'organisation. Et il y avait, dans les jours qui ont précédé la manifestation de Sainte-Soline, une volonté de monter en tension, une stratégie assumée de confrontation de la part des forces de l'ordre qui ne pouvait inévitablement que déboucher sur des actes violents, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et nous avons constaté sur place, nous y sommes rendus, qu'au regard de la topographie des lieux, au regard aussi de la stratégie défensive des forces de l'ordre, pour qu'il y ait confrontation avec les forces de l'ordre, il fallait avoir l'intention de la confrontation. Et il fallait aller au contact, et au contact des forces de l'ordre. Et donc je ne jette pas la pierre à des élus qui se rendraient dans les manifestations interdites. Peut-être que dans d'autres circonstances, dans d'autres temps, peut-être dans le futur, aurais-je moi l'occasion d'aller manifester dans des manifestations interdites, peut-être avec l'écharpe bleu-blanc-rouge. Pas impossible. Ça dépend de notre situation politique le moment venu. Mais y aller en connaissant les risques, y aller en sachant que les organisateurs en particulier font tout pour qu'il y ait une montée en tension dans une stratégie d'affrontement conscientisée, théorisée à l'égard des forces de l'ordre, ça, effectivement, c'est une faute et c'est un acte de nature irresponsable. Si nous voulons faire baisser d'un cran le débat, parfois la mise en cause directe, inacceptable, vis-à-vis des forces de l'ordre, alors il faut sans doute que l'État, la puissance publique, joue peut-être plus à plein le jeu de la transparence. C'est ainsi que je propose, dans le rapport, que l'on puisse créer des statuts d'observateurs indépendants. Aujourd'hui, il y a des observateurs. Sont-ils indépendants? Je n'en suis pas toujours sûr. Parfois oui, mais parfois non. Parfois, certains des observateurs que nous avons reçus, auditionnés, appartiennent à des mouvements qui appellent eux-mêmes à manifester. Leur point de vue consiste d'ailleurs à regarder plutôt le comportement des forces de l'ordre, cela nous a systématiquement été rapporté de façon très claire, plutôt que de regarder la situation dans son ensemble. Comment se comportent d'un côté les individus violents? Quels étaient leurs modes opératoires? Quelle a été la réponse proportionnée des forces de l'ordre? Pour, d'une certaine façon, en finir avec ce débat, je crois qu'il faut que nous puissions mettre en place des observateurs indépendants. De la même façon que, sans doute faut-il en France, se doter d'un contrôle externe du maintien de l'ordre beaucoup plus puissant. Il existe. Le contrôle externe, c'est le défenseur des droits en France. Il y a les inspections internes. Ça, c'est le contrôle interne. Je parle du contrôle externe.
par le biais d'une autorité administrative indépendante. Je souhaite que la défenseur des droits puisse obtenir des pouvoirs supplémentaires, notamment de saisine, mais aussi des moyens matériels, qui permet de donner tous les éléments au débat démocratique, y compris à la représentation nationale, sur les constats qu'elle pourrait établir concernant le maintien de l'ordre. Nous donnons aussi un certain nombre d'indications. Il y a un vrai problème au moment de la dispersion des pré-cortèges, où se situent les difficultés, encore une fois, et pas dans les manifestations. Dispersion. Beaucoup de manifestants de bonne foi, d'organisations syndicales nous disent qu'il y a une difficulté pour distinguer les manifestants de bonne foi, qui viennent contester, c'est bien leur droit, bien sûr, en France, tel ou tel projet de loi ou initiative politique, et puis comment les distinguer des individus violents à ce moment précis. Sans doute qu'il faut faire un effort de communication sur les lieux de manifestation, des panneaux de signalisation, question des sommations qui ne sont pas audibles de la part des manifestants. Là, on rejoint des considérations pratiques qui ne sont pas législatives et qui sont de l'ordre de la modification pratique d'un certain nombre d'éléments tenant à l'opérationnalité du maintien de l'ordre. Je disais observateur, je disais contrôle externe, défenseur des droits, je disais journaliste également. Un certain nombre de vos confrères nous ont signalé que dans bien des cas, ils étaient parfois eux-mêmes l'objet d'attaques, de violences, ou simplement d'insultes, de la part d'individus, quels qu'ils soient, dans le cadre des rassemblements, et qu'il y avait aussi parfois des difficultés dans la relation avec les forces de l'ordre. Et de ce point de vue, je pense que nous avons été très clairs, Monsieur le Président, sur ce point. Il faut passer d'une certaine façon de l'intention aux actes. Le Conseil d'État, dans une décision de 2001, avait imposé que le schéma national du maintien de l'ordre clarifie la situation des journalistes en situation de manifestation. Il y a un certain nombre d'éléments opérationnels qui aujourd'hui ne sont pas toujours observés. Là, de ce point de vue, il faut qu'il y ait une clarification. Je propose dans l'une des recommandations les voies et moyens pour y parvenir. Et puis, dernier point, et je ne serai pas plus long, il concerne évidemment la meilleure façon de lutter efficacement, dans la proportionnalité, dans le respect aussi de nos libertés et de l'état de droit, contre les individus violents et les groupuscules violents. De ce point de vue, plusieurs mesures sont proposées qui consistent à renforcer notre modèle de maintien de l'ordre et nos outils pénaux. Sur la question des forces intermédiaires, des moyens intermédiaires, les armes qui sont utilisées par les forces de l'ordre, nous souhaitons qu'il y ait des évaluations beaucoup plus fréquentes pour en mesurer l'impact possible sur les manifestants, mais aussi mieux former à leur usage au sein des forces de l'ordre. Il y a parfois des faiblesses de ce point de vue. Nous souhaitons aussi que ces moyens intermédiaires soient renforcés. Je pense en particulier aux canons à eau. Cela paraît très concret, ça l'est en effet, mais c'est un moyen de mise en distance assez peu utilisé en France, plus utilisé dans le nord de l'Europe. Il y a sans doute des efforts pour se doter en équipement de cette nature, notamment lorsque les théâtres de manifestation le permettent. À Sainte-Soline, c'eût été compliqué. Dans les manifestations parisiennes contre la réforme des retraites, c'eût été beaucoup plus simple. Donc, à la fois mieux les évaluer, parce qu'il y a des débats, parce qu'il y a aussi des manifestants blessés, et puis renforcer les capacités des forces de l'ordre, parce qu'il y a des nécessités d'adaptation. Je pense à la question des drones en particulier. Je pense et je propose que leur usage puisse être élargi, déployé. Il permet à la fois de regarder le déroulement des manifestations, il permet d'identifier les zones où les difficultés se déroulent, et il permet aussi, par exemple, contrairement à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, qu'il n'y ait pas des stratégies de dissimulation engagées vis-à-vis des forces de l'ordre, qui, par exemple, au même moment, recevaient des messages qui étaient des messages, en fait, dilatoires, pour masquer la réalité du terrain, en indiquant qu'il y avait un blessé ici alors qu'il n'y était pas, qu'il y avait des troubles dans tel endroit, ce n'était pas le cas, et les forces de l'ordre avaient les plus grandes difficultés pour pouvoir comprendre la réalité de ce qui se passait en temps réel. Et donc les drones sont une solution et je pense qu'il faut étendre leur usage. Le volet pénal, qui sera support, Monsieur le Président, d'une proposition de loi que nous déposerons dans les prochains jours. Il y a sans doute nécessité
de renforcer le cadre touchant aux interdictions de manifester. Aujourd'hui, cela nous a été communiqué par l'autorité judiciaire, je pense notamment à la procureure de la République de Paris. Il y a des angles morts sur lesquels nous souhaitons apporter des réponses. Il n'est pas possible, lorsqu'une personne est en situation de violation de l'interdiction de manifester, qu'elle a donc dès à présent été condamnée pour des faits qui peuvent être graves. Il n'est pas possible, lorsqu'il y a soupçon que cette personne est en train de violer l'interdiction de manifester parce qu'elle est, par exemple, à proximité d'une manifestation, de la retenir, sous forme donc de rétention, pour une durée de quelques heures, de façon à vérifier pourquoi elle est dans tel ou tel lieu, et de s'assurer qu'elle ne peut pas, le cas échéant, revenir sur la manifestation pour commettre des actes violents. Je souhaite aussi que l'on puisse élargir le champ des infractions qui donnent lieu à une peine complémentaire d'interdiction de manifester. Par exemple, lors de la participation à des attroupements, qui est un levier pénal très important dans notre dispositif juridique, la participation à des attroupements après sommation. De la même façon que je pense qu'il faut que nous allions vers le caractère obligatoire de la peine complémentaire d'interdiction de manifester, à l'image des interdictions de stade, qui a été adoptée notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024, pour les infractions les plus graves, je dis bien pour les infractions les plus graves, par exemple les violences commises concrètement, de même que par exemple pour le port d'armes. Et donc là, il s'agit, comme l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a dit devant la commission d'enquête, d'utiliser, et il nous a incité à le faire d'ailleurs, d'utiliser à plein les outils juridiques, les réponses pénales permettant de prévenir la commission d'un certain nombre d'actes violents, parce que les individus concernés sont parfois connus, ont parfois été condamnés, et il ne faut, à leur égard, agir avec aucune forme de naïveté. L'obligation de pointage, également, des personnes condamnées à une interdiction de manifester. Et puis, j'en viens au point qui rebondit le plus, d'une certaine façon, sur l'actualité, concernant la dissolution des associations et des groupements. Nos auditions démontrent qu'il y a aujourd'hui une très grande difficulté pour la puissance publique de documenter le lien entre le comportement d'un certain nombre d'individus et la structure à laquelle ils appartiennent, qui est pourtant une réforme que nous avions introduite lors de la loi de lutte dite contre le séparatisme. De ce point de vue, nous souhaitons modifier le Code de sécurité intérieure et son article L212-1 sur ce point précis, de façon à ce que ne soient pas simplement visées les provocations à des agissements violents, mais des provocations directes ou indirectes, de façon à ce que nous puissions élargir le champ qui permettra ensuite à nos services de renseignement, à nos forces de l'ordre, de documenter les violences qui ont été commises et de documenter aussi de façon plus précise le lien, ou en tout cas le fait que l'appartenance à une structure telle que par exemple le soulèvement de la terre et des actes qui auraient été commis puissent d'une certaine façon matcher, contrairement aux indications que le Conseil d'État a pu donner dans sa décision récente. C'est la fin de ce numéro des Grands Débats. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur LCP.